Le réchauffement climatique augmente à un rythme sans précédent. C'est le constat d'une soixantaine de chercheurs du monde entier dans un rapport publié aujourd'hui. Plus 1,52 degrés, dont près de 90% est attribuable à la seule activité humaine en 2024, un record. Mais le seuil fixé lors des accords de Paris n'est pas encore atteint. Il faut qu'il le soit sur plusieurs décennies. En revanche, son dépassement est désormais inéluctable. On va vers un réchauffement d'1,5 degré dans moins de 5 ans. On est déjà dans un niveau de réchauffement aujourd'hui qui augmente fortement les dommages liés au changement climatique, les pertes de rendement agricole, les menaces pour l'accès à l'eau, pour la sécurité alimentaire, pour l'habitabilité de certains lieux de vie. Une dizaine d'indicateurs sont dans le rouge. Parmi eux, les émissions de gaz à effet de serre qui enregistrent également un nouveau record. 53 milliards de tonnes émises chaque année en moyenne sur la dernière décennie. Le rythme de la montée des eaux, lui, a plus que doublé, avec une hausse d'environ 26 mm entre 2019 et 2024. Chercheurs comme membres du gouvernement appellent à réduire de manière urgente les émissions de CO2. L'inaction climatique est une arme de destruction massive. Et je pense que tous ceux aujourd'hui qui veulent mettre le pied sur le frein de l'écologie sont en train de nous envoyer, de nous faire accélérer dans le mur. Ça, c'est très clair. Ces enjeux se heurtent à une politique climatique mondiale fragilisée, notamment après le départ des États-Unis des accords de Paris en début d'année. Christophe Cassou, vous avez participé à cette étude. Quand on entend qu'on ne pourra pas limiter le réchauffement au 1,5 degré de l'accord de Paris, on peut avoir tendance à se dire en fait tout est fichu. Ça sert à quoi maintenant de faire des efforts ? Oui, je pense que c'est important de dire aujourd'hui que cet objectif est inatteignable. Alors, il n'est pas inatteignable géophysiquement parlant. Il est inatteignable parce qu'on regarde les émissions passées, elles ne baissent pas. Le CO2, mais aussi le méthane, on n'en parle pas assez souvent, qui est issu des pratiques agricoles et de la combustion des énergies fossiles. Donc, ça ne baisse pas. Donc, ce seuil de 1,5 degré, il est inatteignable. L'accord de Paris n'est pas mort. L'accord de Paris, c'est un package. Dans cet accord, il y a un article qui vise à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés, préférentiellement 1,5 degré. Dans l'accord de Paris n'est pas mort, il reste le cadre. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on dit 1,5 degré, c'est pas atteignable, est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer quand même à faire des efforts en fait ? Alors, bien évidemment, parce que en fait, je répète un peu ce que j'ai dit au début, le climat de demain dépend de nos émissions d'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas que ça soit utilisé comme, ou interprété comme une falaise et une chute de cette falaise. Avant, tout allait bien. À 1,49, tout va bien. À 1,51, on est mort. Donc, ce n'est pas du tout ça. Les impacts du changement climatique croissent avec chaque fraction de degré de réchauffement, chaque dixième de degré de réchauffement. C'est un continuum. Donc, il ne faut pas baisser la garde. Il faut accentuer donc, la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Et en tant que... On a tous, je pense, chercheurs, journalistes, un enjeu de communication ici. Un enjeu de communication sur l'efficacité des leviers d'action. Parce qu'il y a aujourd'hui un flot de désinformation qui vise à saper cette transformation et à minimiser l'efficacité de ces leviers de transformation dans la mobilité, dans l'agriculture. Et on a un enjeu d'équité. On a un enjeu d'équité sociale, un enjeu de solidarité. Et dit autrement, lutter contre le changement climatique, c'est établir un nouveau contrat social. Mais c'est à nous, à moi, Lucie Chaumette, de le faire, à vous, Christophe Cassou, c'est au pouvoir public. Enfin, ça passe par quoi, en fait ? Ça passe par des grandes directions qui sont proposées et qui sont adoptées par la puissance publique. Qui sont suffisantes aujourd'hui ? Qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Puisque si elles étaient à la hauteur des enjeux, le seuil de 1,5 degré pourrait être atteint. Donc aujourd'hui, en fait, vu les émissions passées, et il y a eu de la désinformation aussi sur ces émissions passées, puisque, soi-disant, on était dans une baisse de réduction qui correspondait à l'accord de Paris. En fait, on n'y était pas, mais on ne négocie pas avec le climat. Les tonnes de CO2 s'accumulent dans l'atmosphère et les canicules deviennent de plus en plus fréquentes. François Jobard, comment vous recevez cette étude dans le contexte actuel ? On le dit, on est en train de vivre une vague de chaleur précoce avec des départements qui sont en vigilance jaune canicule et tout ça est en lien avec le réchauffement climatique. En tout cas, moi, je souscris totalement à ce que dit Christophe Cassou. Il faut vraiment qu'on prenne tous conscience de la gravité de la situation et
et pour revenir à cette vague de chaleur, donc c'est cet été, donc là on voit qu'on est sur un mois de juin qui prend des allures caniculaires. On va terminer probablement sur le podium des mois de juin les plus chauds en France. Et donc ce qu'on constate, nous météorologues, ce qui nous surprend, mais entre guillemets, parce qu'on s'y attend aussi un petit peu, ce sont des masses d'air extrêmement chaudes déjà en place sur l'Afrique du Nord et sur l'Espagne. Donc tout ceci est attendu par les climatologues, mais là on vit en tout cas un début d'été donc extrêmement chaud, et en fait chaque vague de chaleur est rendue plus intense et plus probable par le changement climatique d'origine anthropique. Tout ce qu'on est en train de vivre là en ce moment, ça vous questionne à la maison. Vous êtes nombreux à avoir scanné le QR code et à nous avoir posé vos questions. Et Séverine va venir les poser à nos invités. Bonjour Séverine. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Et puis on va commencer. Il y a beaucoup de questions pratiques comme celle-ci. Gérard Kierzek, comment faire avec des enfants en bas âge ? Alors, les enfants en bas âge sont fragiles, ça c'est sûr, donc il faut éviter qu'ils soient dehors à avoir des activités physiques ou des compétitions sportives. Mais d'ailleurs, les clubs sportifs le savent très bien, il y a des compétitions qui sont parfois suspendues, décalées de manière obligatoire, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais même à la maison, c'est pas le moment d'aller au parc, il faut veiller à ce qu'ils s'hydratent avant d'avoir soif, parce que quand on a soif, c'est déjà, un peu trop tard, déjà un signal de déshydratation, donc ça c'est important. Et puis rester un peu à la maison, faire d'autres types d'activités, c'est peut-être le moment de se mettre devant les jeux vidéo. Des solutions de réhydratation. Alors, les solutions de réhydratation, c'est vraiment pour les bébés qui seraient déshydratés. Donc, si vous avez un enfant qui va vraiment pas bien, quand je parle de bébé, c'est des moins d'1 an, qui vont vraiment pas bien, qui ont un changement de comportement, qui sont un peu apathiques, le regard un peu bas, un pli cutané, quand vous faites un peu le pli, et vous voyez que là, le pli ne se marque pas parce que je suis bien hydraté, mais si c'est marqué avec des cernes, là, il faut peut-être des solutions de réhydratation, et surtout, s'il y a une perte de poids chez un nourrisson de 10%, il faut le montrer à un pédiatre extrêmement rapidement pour le réhydrater. Et c'est pareil aux âges extrêmes de la vie aussi. Et puis pour même les ados ou les enfants un peu plus grands, c'est peut-être le moment de se mettre au frais. On ferme les volets, on met un ventilateur et on peut aller regarder les écrans exceptionnellement. C'est le moment de faire un petit jeu vidéo. C'est pas une raison forcément pour faire une overdose exceptionnellement. Allez, Philippe qui nous demande comment la réglementation du travail s'est-elle adaptée aux fortes chaleurs afin de protéger les salariés ? Est-ce qu'il y a une réglementation en vigueur et quels sont vos conseils pour les salariés je crois que la réglementation, c'est à partir du 1er juillet, mais il y a une réflexion gouvernementale, Christophe Cassou, là-dessus. Il y a une réflexion gouvernementale, ça fait partie donc du plan national d'adaptation au changement climatique qui prend ces mesures-là. Et donc, il va nécessiter en fait de revoir les conditions de travail, en particulier, on l'a vu dans le reportage. Sur les chantiers, par exemple. Les personnes qui sont à l'extérieur. Il y a déjà des mesures, il y a déjà des aménagements des horaires qui sont obligatoires quand on passe en phase canicule. Il y a des pièces, des îlots de fraîcheur, comme on dit, et des pièces obligatoires. Mais c'est surtout l'aménagement des horaires de travail et faire d'autres tâches. C'est-à-dire que quand on est sur un chantier, il y a probablement d'autres tâches moins exposées à la chaleur et moins dans des zones à risque en termes d'horaires à faire. Et c'est ça qui devient obligatoire quand on passe, encore une fois, quand on passe en phase canicule. Là, on n'est pas encore en plan canicule. Par exemple, c'est du bon sens, par exemple, travailler plutôt au sous-sol ou des choses comme ça. Il y a du bon sens, et puis après, il y a des obligations pour l'employeur, des obligations de sécurité. Alors, Guillaume, lui, nous demande concrètement, qu'a-t-il été fait pour adapter les villes à ces vagues de chaleur ces dernières années, et qu'est-il possible de faire à court ou moyen terme ? François Jobard ou Christophe Cassou, ou les deux, comme vous voulez. Qui veut répondre en premier ? Allez. Je ne suis pas forcément légitime ou spécialiste des arbres. Qu'est-ce qui a été entrepris ces dernières années ? Alors, ce qui a été entrepris, c'est la végétalisation des villes pour créer des îlots de fraîcheur. La ville de Paris a produit une étude qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle Paris à 50 degrés. Et Paris à 50 degrés a permis de relever tous les points de vulnérabilité et les points d'exposition à ces canicules. Et on voit que Paris à 50 degrés, en fait, tous les secteurs de vie de Paris à 50 degrés sont touchés. Les transports, qui ne fonctionnent plus, l'approvisionnement en électricité. Donc ça a permis de mettre en place des plans de gestion de risque. En fait, il y a deux niveaux. Il y a la gestion de risque face à une canicule qu'on est en train de vivre, on parle aujourd'hui, et ensuite des grands plans d'adaptation pour diminuer l'îlot de chaleur. L'îlot de chaleur, c'est la concentration de chaleur dans les grandes villes. Donc végétaliser est absolument important. Mais est-ce que ça suffit, la revégétalisation, en fait ? Alors, je pense que ça ne suffit pas. C'est un premier pas. En tout cas, c'est sans regret. C'est sans regret aussi pour la biodiversité.
Mais ça ne suffit pas, parce qu'en fait, ça donne l'illusion encore qu'on pourra s'adapter à des villes qui vont être extrêmement chaudes. Une France à 4 degrés avec des villes qui seront autour de 40 degrés de manière récurrente, végétalisation ou pas végétalisation, ça sera très difficile. Jérémy, sur ce sujet, nous demande, et vous allez rebondir, a-t-on des exemples de villes en Europe qui se sont bien adaptées au réchauffement? Allez-y. Alors, sur le plan structurel, je laisserai répondre, mais sur le plan de la solidarité, c'est important, parce que les villes en fait beaucoup. Depuis la canicule de 2003, il y a des plans solidarité avec une liste d'appels de personnes isolées, etc. Donc tout ça, maintenant, est beaucoup plus rodé. Et d'ailleurs, un message, on n'en a pas parlé, mais la solidarité, c'est important. C'est-à-dire que si vous avez un voisin, quelqu'un qui est isolé, n'hésitez pas à aller voir cette personne. Pourquoi pas l'accompagner au supermarché, au cinéma ou dans ses îlots de fraîcheur, et en tout cas signaler quand il y a quelqu'un qui ne répond pas, ça c'est important. Et les villes et les services sociaux des villes sont maintenant bien rodés sur ces sujets-là. Et donc sur les exemples de villes en Europe qui auraient justement, qui se seraient adaptées un peu plus rapidement que nous au réchauffement, est-ce qu'il y en a? Alors on est en processus d'adaptation. En fait, il y a vraiment des plans qui sont en train d'être menés. Donc maintenant, tout l'enjeu, c'est que ces plans soient appliqués. Dans le dernier rapport du GIEC, alors c'est pas forcément sur l'adaptation au réchauffement climatique, mais ça pose le cadre. C'est sur l'adaptation à la montée du niveau de la mer, ou l'anticipation de la montée du niveau de la mer. Il y a une étude qui montre en fait comment les différents pays européens en fait s'emparent du sujet. Et on voit que donc il y a plusieurs actions, il y a plusieurs étapes dans l'adaptation au changement climatique, dont l'évaluation, la planification, la mise en place des procédures, et puis l'évaluation des mesures qu'on est en train de prendre. Et la France est intéressante, parce que la France, elle est quasiment au top 1, on va dire, dans les premiers, dans la production de plans d'adaptation, de réunions pour avoir cet espace délibératif là, pour ces plans d'adaptation. Et puis, quand on regarde l'implémentation, en fait, l'implémentation, elle est quasiment à la queue du peu. Donc l'implémentation, c'est le fait de mettre en place. De mettre en place. Vous voulez dire c'est de la com globalement. Voilà. On peut transposer dans beaucoup de domaines, notamment la santé. Et puis elle redevient première dans l'évaluation de ce qui n'a pas été fait. Bah oui. Donc là, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui au niveau de la France de prendre au sérieux ces considérations-là, parce qu'on est, et ça c'est une mission de l'État. L'État a la mission de protéger les personnes et les biens. Donc quand on parlait tout à l'heure de politique publique, l'État a cette mission-là. Donc l'État a la mission de mettre en place des politiques publiques qui protègent sa population. Et de les appliquer concrètement. Plein de questions à ce sujet et plein de questions également pratiques. Pascal, il nous dit « Bonjour, je suis contre la clim, mais comment faire ? Comment faire avec ces fortes chaleurs ?» En étant contre la clim? Oui, en ne voulant pas... Alors déjà, la clim, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un trop gros différentiel de température. Si vous avez 36 à l'extérieur, il ne faut pas mettre la clim à 18. Mais on dit qu'il faut diminuer de l'ordre d'aller de 5 à 8 degrés en dessous des températures ambiantes. La clim, parfois, c'est nécessaire, notamment dans des établissements qui accueillent des personnes âgées et dépendantes. Dans les hôpitaux, ça serait bien si on en avait aussi. Il faut bien l'utiliser. Il ne faut pas être pro-clim ou anti-clim. Il y a d'autres petits moyens. Le fait tout simplement de baisser les volets pendant les heures les plus chaudes, ça c'est un moyen de rafraîchir aussi l'atmosphère, de mettre des systèmes de ventilation avec un drap ou un tissu un peu mouillé, tout ça c'est sans la clim. Et prendre une douche froide, ça sert à quelque chose? Pas froide, mais plutôt à température tempérée, alors ambiant un peu fraîche, mais pas froide parce que c'est pas très bon pour l'organisme. Mais oui, on peut prendre 1 ou 2 douches par jour, mais le fait juste par convection de l'air de mettre un petit tissu mouillé devant un ventilateur, ça c'est plutôt intéressant. Donc ce sont des petits moyens qui permettent de rafraîchir. Et puis on sort, il faut aérer aussi. On pense qu'il faut fermer, non pas du tout, on va aérer, mais pas aux heures les plus chaudes, donc ce sont des petits moyens hors clim. Allez, une question sur le climat pédagogique. Les bateaux qui traversent, Nico nous demande, les bateaux qui traversent nos océans, ne polluent-ils pas plus que toutes les voitures du monde entier? Qu'est-ce qu'on lui répond, Nico? Christophe Cassou, allez-y. Ouais. En précisant qu'il y a toujours des études en fait sur les transports qui sont, ça se fait par pays, mais aussi au niveau mondial sur les émissions en fait. Oui. Alors les émissions, le transport maritime produit du CO2, mais produit aussi ce qu'on appelle des petites particules, des aérosols, des particules soufrées qui jouent également sur le climat. Et ces transports maritimes, ces particules soufrées sont très néfastes en termes de santé publique. Et elles se propagent sur l'ensemble de la planète. Est-ce que les bateaux qui traversent polluent davantage? La question ne se pose pas. Parce que de toute façon, il faut qu'on change la mobilité sur la voiture et qu'on change aussi les transports de manière générale ou le commerce de manière générale.
Donc vous dites que ça ne doit pas être une course entre les transports, Voilà, mais c'est pas simplement une concurrence. réflexion globale. C'est pas du tout une concurrence. Hein. Et comme je disais aussi, hein, chaque fraction, comme c'est le cumul du CO2 qui compte pour le niveau de réchauffement, chaque action compte. Donc évidemment, il faut, en fait, avant de se poser la question de polluer plus et en termes de nombre, en termes d'efficacité de pollution, il faut réduire le nombre de voitures. Réduire le nombre de voitures, ça veut dire penser différemment la mobilité. Et c'est pas l'un contre l'autre. Je dis souvent, ce qui est bon pour la planète est bon pour la santé et vice-versa. Et on voit bien que c'est une réflexion globale. On est sur une surconsommation, sur une surproduction. Il faut diminuer. Quand je dis que le corps doit s'adapter en diminuant, il faut diminuer aussi notre consommation au niveau mondial. Il faut diminuer nos activités. Tout ça, vous savez, c'est le concept un peu de la slow life. Mais c'est vrai qu'on est allé vers une course un peu à de la consommation, vers une course à la performance, vers une course à la mondialisation. Et c'est tous ces changements-là qui sont bénéfiques à titre collectif ou à titre individuel. Et c'est vrai que malheureusement, ce qu'on constate, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt sur quelque chose, une course en avant, plutôt que sur ce ralentissement. Il faut changer nos habitudes. Merci beaucoup à tous. Merci Séverine également pour les questions de nos téléspectateurs. Merci à vous. Christophe Cassou, un mot très rapide, mais on lance à France Télévisions demain ce qu'on appelle la météo de l'eau. Ça va être sur les antennes de France Télévisions. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots, parce que vous avez aidé France Télévisions à penser ça. C'est sur les ressources en eau dont on dispose aujourd'hui? Oui, donc il y a 2 ans, on avait transformé le journal de la météo en journal de la météo et du climat, pour mettre en contexte en fait la météo que l'on vit, comme on fait aujourd'hui, la vague de chaleur que l'on vit dans un contexte climatique, dans le contexte d'un climat qui change. Et 2022 a été un marqueur, parce que 2022 a alerté en fait sur le fait que le changement climatique, on appelle ça le réchauffement climatique, c'était pas que de la température, c'était aussi de la ressource en eau. Donc il y a des enjeux qui sont extrêmement importants, des enjeux qui sont tels aujourd'hui qu'on anticipe donc des conflits d'usage dans une ressource qui va diminuer. Donc je pense que c'est extrêmement important d'apporter aux téléspectateurs en fait les faits scientifiques qui soutiennent en fait les discussions autour de ces enjeux de l'eau, de l'eau en termes de ressources en eau, en termes de quantité d'eau, mais aussi en termes de qualité d'eau, parce qu'on parle souvent de la quantité, mais pas forcément de la qualité. Mais si on a une eau de mauvaise qualité, on ne peut pas l'utiliser. Et la mauvaise qualité de l'eau, elle est essentiellement due aujourd'hui aux pratiques agricoles. Et tout ça, vous pourrez donc le retrouver sur les antennes de France Télévisions avec la météo de l'eau, qui suit donc la météo climat. Et ce sera à partir de demain, y compris sur France Info. Merci à tous d'avoir été avec nous.